Bonsoir tout le monde. Il est 18h30. Merci d'être au rendez-vous de cette présentation Thaïlande, grand tour de Thaïlande. Je vois des personnes dans l'Assemblée. Je vous remercie d'être présents. Je vous souhaite la bienvenue en Thaïlande pour ce petit circuit. Vous avez une fonction de chat. Si vous pourriez juste me confirmer en postant une petite remarque pour affirmer que vous m'entendez bien, ça me rassurera. Ça évitera surtout que je parle dans le vide. Super, merci beaucoup Jean-Claude de me répondre. J'imagine que les autres personnes, qu'il en va de même pour les autres personnes. Et que, deuxième petite confirmation pour finir de me rassurer, c'est que vous voyez bien à l'écran donc un slide avec un beau visuel de Thaïlande intitulé Thaïlande Grand Tour de luxe. Vous pouvez juste me confirmer que ça apparaît à votre écran. Ça voudra dire qu'on peut commencer et entamer ce petit voyage. Tout est OK, super. Merci Jacques. Voilà, je me présente, mon nom est Franck. C'est moi qui ai l'honneur et le privilège de vous emmener à la découverte de la Thaïlande à travers ce circuit qu'on a intitulé Grand Tour de la Thaïlande de luxe. Pourquoi? Ça, je vais vous l'expliquer de suite. On va profiter effectivement de la possibilité que nous offre cette chatbox pour écouter vos questions. Si en cours de route, vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai. De cette manière, pour rendre ce voyage d'autant plus interactif. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont déjà partis en Thaïlande, qui connaissent le pays, dans quel cas ils pourront confirmer ou infirmer ce que je vais vous dire. Pour ma part, j'ai découvert la Thaïlande il y a un bon paquet d'années, puisque je me suis rendu la première fois en Thaïlande en 1995, et depuis lors, j'ai eu la chance de pouvoir y retourner régulièrement, au moins une fois par an. Ça, c'est les aléas de mon métier, puisque je suis le responsable de production chez Connections, et c'est moi qui signe ce soir la réalisation. Voilà, Jacques qui est allé il y a 20 ans. J'espère que ce sera une invitation pour lui de retourner sur place. Moi, je dois vous dire que pour ma part, c'est toujours un immense bonheur de remettre pied à terre en Thaïlande. Parce que dès qu'on arrive en Thaïlande, ben, on est envahi par ce sentiment qu'on appelle sabai en thaïlandais, qui est une sorte de synonyme de bien-être, qui disent la vie est belle, pas de soucis, pas de stress. La Thaïlande surnommée le pays du sourire parce que le sourire fait partie des modes de communication aussi des Thaïlandais. Les Thaïlandais n'aiment pas la contrariété, ils n'aiment pas la confrontation. Tout ça est évidemment lié à cette culture bouddhiste. On voit un moine bouddhiste ici à l'écran. Ce côté doucéâtre, pacifiste qui est caractéristique de la Thaïlande est évidemment dû en grande partie à cette religion qui est dominante à hauteur de 95% de la population, qui est d'obédience bouddhiste. Il y a un petit 5% de musulmans aussi, essentiellement concentrés dans le sud du pays, et puis de toutes petites minorités qui peuvent être animistes et même chrétiennes, mais entre les 95% des quelques 60 millions de Thaïlandais qui sont bouddhistes et puis les musulmans dans le sud. C'est un pays où règne en fait une certaine quiétude et où on est toujours accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et même si un Thaïlandais est contrarié, ben, ça n'enlèvera en rien son sourire et c'est ça qui fait dire parfois à certaines personnes qui ne sont pas familières du pays, oui, mais ces gens sont hypocrites parce qu'ils vous sourient tout le temps
Oui, mais c'est la façon de communiquer, c'est la façon d'interagir avec les autres gens. Par contre, quelque chose que vous ne verrez jamais ou rarement en Thaïlande, c'est un Thaïlandais qui s'énerve, qui se fâche, qui crie. Parce que même quand on est contrarié, on conserve le sourire. Moi, je dis toujours, tant qu'à faire, si c'est pour se disputer avec quelqu'un, ben, autant le faire avec le sourire. Et c'est donc un des atouts de la Thaïlande. Et une deuxième chose qui est extrêmement caractéristique de la Thaïlande, et une raison aussi pour laquelle j'affectionne particulièrement le pays, c'est parce que en fait, les Thaïlandais gagnent tout en fait à être mieux connus. Ils sont de nature très réservés, mais ils ont énormément d'amour, pas d'amour, d'humour, vilain lapsus, excusez-moi, beaucoup d'humour, ce qui veut dire que si vous avez l'occasion, ben, vous plaisantez avec les gens marchands, les gens dans l'hôtel, et ils vous répondront toujours par un grand sourire. Pour se rendre en Thaïlande, ben, depuis le 1er juin, toutes les mesures liées au Covid ont disparu. Fini le Thailand Pass, fini l'obligation de passer une première nuit dans un hôtel sélectionné. On voyage librement en Thaïlande, à condition évidemment d'être vacciné, d'avoir les 2 doses de vaccination minimum. Mais quand bien même, si vous n'êtes pas vacciné, ben, vous pouvez encore vous rendre en Thaïlande. À ce moment-là, il faudra faire un test PCR, vous soumettre à un test PCR avant le départ. Il y a la possibilité aussi de se faire tester à l'arrivée, mais disons que le port du masque n'est plus obligatoire. Et voilà, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu au cours des semaines et des mois écoulés. C'est vraiment une bouffée d'oxygène de pouvoir à nouveau voyager, interagir avec les gens comme avant. Et voilà, c'est du pur bonheur que je vous propose de vivre à travers ce voyage en Thaïlande. Pour bien aborder le voyage, ben, rendez-vous à Brussels Airport pour prendre le vol. Il y avait jusqu'à la fin du mois d'août un vol direct qui desservait Brussels Airport de la Thaïlande, qui était le vol Thai Airways. Malheureusement, la compagnie Thai, qui est par ailleurs en restructuration judiciaire, a suspendu ses vols directs. Mais qu'à cela ne tienne, on a les compagnies du Golfe. Il y a Qatar Airways, il y a Emirates aujourd'hui et notre Etihad Airways qui fait une escale à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, et qui vous transporte donc en 2 vols d'à peu près 6 heures chacun. Ça permet de se dégourdir les jambes à mi-chemin pour arriver le lendemain à l'aube à Bangkok. Bangkok, ici à l'écran, une ville qui combine à merveille modernité et tradition. C'est une ville qui impressionne pas mal les gens, mais à condition de pouvoir la visiter avec les personnes qui conviennent, qui sont habilitées à le faire. C'est une ville qui peut s'avérer complètement fascinante, qui demande juste à être apprivoisée. Et c'est vrai que ce contraste qu'on peut observer entre, d'une part, une modernité, parce que vous voyez là, les gratte-ciel et encore de nouveaux bâtiments qui ont renforcé l'inventaire même pendant la pandémie, mais en même temps des petits temples, des petits quartiers extrêmement traditionnels. Ça contribue aussi au charme de la Thaïlande. Le circuit que je vais vous présenter ce soir, il s'appelle le Grand Tour de la Thaïlande parce qu'il comporte les points cardinaux, les points de visite principaux de la destination, et il a dans son intitulé aussi le mot de luxe. On ne l'a pas fait pour faire bien, mais tout simplement parce qu'une des caractéristiques de ce voyage, c'est qu'on a vraiment choisi une hôtellerie d'abord de premier plan, mais ensuite, on ne s'est pas arrêté seulement à de beaux hôtels et de loger dans la catégorie de base. La plupart des chambres où vous allez séjourner pendant le circuit sont des chambres des catégories supérieures, voire même des junior suites ou des suites, comme c'est le cas ici, par exemple, dans ce Cape House à Bangkok, qui est extrêmement bien situé sur une perpendiculaire de l'artère commerciale Sukhumvit, ce qui veut dire que vous sortez de l'hôtel et vous avez autour de vous toutes les possibilités de shopping avec Terminal 21, avec MBK, avec le Siam Shopping Center, des restaurants à foison, possibilité de shopping, boire un verre, la possibilité effectivement, en sortant de votre hôtel, de faire quelques pas à pied pour quitter le Soi, qui est la petite rue perpendiculaire à la grande artère qui est Sukhumvit, pour aller où bon vous semble.
et de loger en même temps, de vous retrouver dans un hôtel qui a évidemment tout le luxe avec plusieurs restaurants, avec une belle piscine. Et donc, cette suite de 50 mètres carrés avec un petit salon privatif, hein, et donc un cadre tout à fait luxueux. Et ça va être en fait la trame de ce circuit où, à l'exception d'Ayutthaya, où l'offre hôtelière est forcément limitée, on va se retrouver donc dans un environnement chaque fois extrêmement luxueux. Pourquoi ce choix? Parce que ça, c'est un des atouts, hein, fondamentaux aussi de la Thaïlande. C'est la destination où l'hôtellerie est, de un, toujours de qualité, et de deux, où cette qualité d'hébergement est extrêmement abordable. Quand on dit connections, on pense invariablement aux États-Unis et à New York. Ben, on sait bien que les hôtels aux États-Unis offrent pas toujours une qualité qu'on attend d'un monde moderne. Et quand on veut une certaine qualité, ben, on est un petit peu contraint, forcé de mettre le prix. Et ce n'est pas le cas en Thaïlande. Là, on arrive à négocier. Et a fortiori, on a le privilège chez Connections d'avoir tissé des liens étroits avec des prestataires, avec des hôteliers thaïlandais qu'on connaît depuis plus de 20 ans, de 25 ans, qui on a des liens privilégiés qui nous permettent effectivement de bénéficier de tarifs qui rendent effectivement ce luxe et cette expérience au bout d'une journée de visite et de balade à travers les différents endroits qu'on va visiter, mais hyper confortable en retombant donc dans ce cadre luxueux où dans l'espace de 5 minutes où vous avez quitté votre chambre, il y a déjà quelqu'un qui sera passé pour refaire votre lit, remettre vos pantoufles ou vos chaussures en ordre là où il faut. Ça, c'est un des grands atouts de la Thaïlande. Revenons à nos moutons. Nous sommes donc sur notre première étape, c'est-à-dire à Bangkok. Pour nous déplacer, on va emprunter les transports comme le bus, mais il y a différents autres moyens de locomotion pour se déplacer. Et l'un d'entre eux, c'est ces bateaux qu'on va utiliser sur les Klong, parce que la capitale de Bangkok est dominée par la grande rivière qui est le Chao Phraya. Et les affluents de ce Chao Phraya, on appelle ça les Klong, c'est des petites rivières où la vie d'antan semble s'être arrêtée. Et donc, le contraste avec cette modernité, avec ce centre urbain où on va résider ne pourrait pas être plus grand qu'à l'occasion de cette balade en bateau dans les Klong. On va pouvoir assister à la vie de tous les jours, voir comment les Thaïlandais vivent réellement quand ils ne sont pas dans ces grands immeubles hyper modernes qui dominent le skyline du centre-ville. Il faut savoir que Bangkok compte un peu plus de 8 millions d'habitants. Tout ça, évidemment, sur une superficie qui englobe l'agglomération de Bangkok. Mais disons que le centre-ville est quand même assez densément peuplé. Je pense que l'ensemble du territoire de Bangkok compte à peu près 15 000 mètres carrés. Vous vous rendez compte que, non, j'ai 8 000 mètres carrés. Vous vous rendez compte que le territoire belge fait 30 000 mètres carrés. Vous comprendrez que donc, dans le centre, il y a une population assez dense. Mais une fois qu'on va sortir du centre, et on va avoir l'occasion de le faire, on va se retrouver dans une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus villageoise, beaucoup plus sédentaire. Pendant cette balade, qui est en fait une excursion que j'affectionne particulièrement, le grand défi quand on se rend en Asie, comme on va au voyage, chaque fois qu'on voyage à l'Est, en fait, on a quelque part perdu une nuit et donc on se retrouve un petit peu, voilà, on arrive un petit peu groggy. Le défi consiste chaque fois, la première journée en Thaïlande, de rester éveillé. Et pour ce faire, il n'y a rien de tel que cette petite excursion en bateau où on se laisse mener, où on se laisse flotter. Si voilà, on pique un petit somme de 2-3 minutes, c'est rien de grave parce que c'est quand même qu'une balade qu'on fait, où on se laisse transporter. Par contre, il faut un petit peu mordre sur sa chic, comme on dit, ce premier jour, aller dormir voilà, de bonne heure et puis passer une bonne nuit. Et à condition de respecter donc cette règle, on va rentrer dans le rythme du jour, on va s'adapter au créneau horaire parce qu'il y a quand même 6 heures de décalage horaire avec notre pays. Mais à condition donc, de rester éveillé cette première journée et puis de passer une bonne nuit, on va directement se mettre dans le rythme. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'arriver en Thaïlande et de dire je vais faire une petite sieste.
parce qu'à ce moment-là, cette sieste, je sais ça d'expérience, elle va se prolonger. Bilan des courses, la nuit, on ne va pas dormir et quand il faut se réveiller, ben, on sera encore fatigué et on va postposer le problème, reporter le jour et on ne rentrera jamais dans le rythme du créneau horaire dans lequel on se situe. On va faire un petit stop le long des Klong pour visiter le temple de l'Aube, le Wat Arun, qui est un magnifique temple sur les rives, où on va faire donc une petite balade. Le temple est extrêmement agréable, surtout à la tombée du jour. On sera là plus ou moins en fin d'après-midi, puisque voilà, j'ai un petit peu coupé les étapes. Là, on est arrivé à l'aéroport de Bangkok. On est accueilli par notre guide qui va nous amener vers notre hôtel. Là, on va avoir l'occasion de nous rafraîchir un petit peu, peut-être faire un plongeon dans la piscine pour ceux qui veulent, du moins nous rafraîchir, disposer un peu de temps libre. Et sur l'heure de midi, on va se rassembler pour un lunch qui est inclus, puisque tous les lunchs sont inclus dans ce voyage pendant la partie du circuit. Et on va continuer donc notre visite par cette balade sur les Klong et cet arrêt sur le Wat Arun. Ensuite, il y aura la possibilité de prendre un dîner. Je pense que le plus simple sera de faire ça chacun à sa guise à l'hôtel ou dans les environs immédiats de l'hôtel, d'aller dormir et rendez-vous le lendemain pour continuer notre exploration de Bangkok. On a une demi-journée de visite incluse dans Bangkok. Ça comprend notamment ici le fameux Palais Royal, qui est un must aussi, qui est en fait un complexe de temples, qui est l'ancienne résidence royale, qui est une partie, qui est encore en partie résidentielle, et où vont d'habitude loger aussi les hôtes internationaux. Quand une délégation royale, quand la famille royale ou un président américain fait une visite d'État en Thaïlande, mais sans aucun doute, il va être invité à loger dans l'enceinte de ce palais royal. C'est le seul endroit, oui, en fait, c'est un endroit où il faudra un petit peu veiller à son dress code, parce qu'en Thaïlande, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Une température où il fait effectivement, les températures sont toujours, une destination où les températures, du moins, sont toujours agréables. Et donc, on aura tendance à vouloir se balader en short. Là, pour la visite au Palais Royal, il faudra quand même veiller pour les hommes, se couvrir les jambes. Alors, de deux choses l'une, soit on a un pantalon comme ça, short à tirette, soit on a un pantalon qu'on met dans son sac à dos, qu'on peut enfiler au moment de rentrer dans l'enceinte, ou bien on passe au vestiaire à l'entrée où on peut emprunter une tenue qui convient. Pareil pour les femmes, donc les jambes couvertes et aussi les épaules et les avant-bras couverts. Et si vous n'avez pas la pièce de textile qui convient, de nouveau, à l'entrée, vous serez, par une vilaine matrone, renvoyé vers un endroit où vous pourrez donc emprunter les attributs vestimentaires qui vous permettront d'accéder à l'endroit. La raison pour laquelle il y a un dress code, ce n'est pas parce que c'est le Palais Royal, mais c'est parce qu'il y a des temples dans l'enceinte et dans les temples, évidemment, qui sont des lieux de culte. On veillera toujours, à l'instar de ce qui est pratiqué aussi dans les pays musulmans et dans la plupart des lieux de culte, veiller à avoir une tenue vestimentaire adaptée. Et c'est vrai que dans ce Palais Royal, il y a notamment donc un temple qui est l'endroit sacro-saint du pays où se trouve donc la statuette de Bouddha la plus vénérée, qui est la statuette du Bouddha d'émeraude, qui remonte à la légende veut qu'un paysan qui labourait son champ dans le nord de la Thaïlande, du côté de Chiang Mai, est tombé sur une pierre d'émeraude assez massive et en la déterrant, s'est rendu compte que c'était un Bouddha taillé d'une pièce dans une pierre d'émeraude et depuis lors, cette effigie de Bouddha fait office de statuette de Bouddha la plus vénérée, la plus respectée du pays. Deuxième lieu, puisque là on est vraiment dans le vieux centre du vieux Bangkok, c'est ce Wat Po. Le Wat, vous l'aurez compris entre-temps, c'est le mot thaïlandais pour le temple. On est dans le temple du Bouddha couché, une statue qui mesure 15 mètres de long, qui est entièrement recouverte d'or. Maintenant, visiter les temples en Thaïlande, ça englobe toujours deux démarches. D'abord pour admirer évidemment les lieux qui dégagent une immense sérénité,
qui sont évidemment décorés avec beaucoup de faste et beaucoup de raffinement, qui est aussi caractéristique de l'art siamois et thaïlandais en particulier. Et aussi pour assister voilà, pour observer les Thaïlandais qui passent évidemment régulièrement tout au long de leur semaine dans les temples pour accomplir leurs diverses pratiques, hein. Ça peut être de brûler de l'encens, ça peut être de faire résonner un gong, de sonner une clochette, de brûler des petits papiers. Et vous pourrez assister à ça. Donc les temples sont en premier lieu, avant d'être visités par les touristes, de manière très respectueuse évidemment, restent en premier lieu encore des lieux de culte où c'est 95% de bouddhistes qui vivent en Thaïlande vont passer plusieurs fois au cours de la semaine donc pour vénérer le dieu Bouddha suivant les différentes habitudes. Changement de décor, là, et pourtant on reste à côté du Wat Po. Là, je vous montre une image de massage. Pourquoi? Parce que le massage fait partie aussi intégrante de la culture thaïlandaise. Et a fortiori, sur l'enceinte de ce temple du Wat Po, du Bouddha couché, parce que sur le site même, il y a une école de massage. Le massage thaïlandais est en fait issu de la médecine traditionnelle. La technique consiste, on peut pratiquer des massages à l'huile, même si la technique traditionnelle du massage thaïlandais n'est pas huileux, ne consiste pas à enduire le corps d'huile essentielle. C'est plutôt une pratique ayurvédique qu'on retrouvera dans le sud de l'Inde ou au Sri Lanka. C'est aussi communément pratiqué dans le massage balinais. Le massage thaïlandais, en fait, repose sur une technique d'acupressure. On va exercer avec ses pouces, avec ses mains, des rotations, donc des massages circulaires qui ont donc la vertu d'actionner, de promouvoir donc la circulation sanguine. Et le massage thaïlandais repose donc, comme c'est en fait un dérivé d'une médecine traditionnelle, mais sur une science qu'on peut apprendre, et notamment la principale école de massage se trouve ici au Wat Po, à côté du Wat Po, dans cette école de massage. On va vous inciter gentiment pendant le voyage, et par exemple déjà à Bangkok, de faire un petit arrêt massage, et dans toutes les rues où il y a des hôtels ou tous les lieux où viennent des touristes, il y a généralement des salons de massage. On va vous accompagner et vous inviter à faire un neck and shoulder massage qui est idéal pour se débarrasser des effets néfastes du décalage horaire et des raideurs qu'on peut avoir accumulées pendant un vol de nuit à destination de la Thaïlande. Un foot massage aussi qui va donc nous dégager la pression sur les jambes à force d'avoir marché dans ce climat chaud, d'avoir beaucoup déambulé pendant les excursions à travers la ville de Bangkok. Et voilà, je vous parle d'expérience. En général, il y a certains gens qui sont encore un peu récalcitrants à l'idée d'aller se faire masser, mais une fois qu'on a un petit peu forcé la main ou les pieds, généralement, ils sont assez demandeurs pour refaire l'expérience. Combien est-ce que ça coûte? Si vous allez dans un petit salon comme ça qu'on trouve dans les rues, généralement dans votre hôtel, pour 300 bahts, vous aurez déjà un massage d'une vingtaine de minutes ou d'une demi-heure, qui est absolument revigorant. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 1 € correspond à 37 bahts thaïlandais. Donc voilà, 300 bahts, on est aux alentours de 8 €. C'est rien d'exorbitant. Vous aurez vite fait les calculs. Après, le Wat Po va se diriger dans le centre névralgique de Chinatown. En fait, les Chinois, qui sont un petit peu les grands alliés de la Thaïlande, parce que le brin d'histoire, c'est que la Thaïlande a cette grande fierté de n'avoir jamais été colonisée. On s'étonnera d'ailleurs de voir que la conduite en Thaïlande se fait à gauche de la route, comme dans les pays anglo-saxons. Et on serait donc tenté de dire que voilà, les colons anglais, que la couronne anglaise est passée par là, que nenni. La Thaïlande n'a jamais été colonisée par aucun peuple. Ils ont été envahis dans les années 800, fin du 9e siècle, à l'apogée donc, de la capitale d'Ayutthaya, par les voisins birmans, parce que Ayutthaya était à l'époque
la capitale qui rayonnait sur l'ensemble du monde. C'était en fait le plus grand centre au monde. C'était la civilisation la plus puissante à ce moment-là de l'époque. Évidemment, ça attisait beaucoup de jalousie, et notamment celle des voisins birmans qui ont tenté d'envahir la Thaïlande. Et à ce moment-là, les Thaïlandais ont reçu l'appui, l'aide des voisins chinois qui les ont aidés à maintenir leur indépendance. Et cette indépendance des Thaïlandais, d'ailleurs, d'autant plus louable que les voisins des pays frontaliers, si on pense notamment au nord, au Laos, au Cambodge, et puis même un peu plus loin le Vietnam, ont évidemment été englobés dans l'Indochine, colonie française, mais ça n'a jamais été le cas pour la Thaïlande. Mais donc ces Chinois, quels sont les liens? Les Chinois sont évidemment de nature pragmatique. Les Chinois, c'est quoi avant tout? Un Chinois, c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui a donc un sens extrêmement pragmatique. Il y a eu beaucoup d'immigration chinoise en Thaïlande, et aujourd'hui, il y a dans cette population thaïlandaise une frange importante qui est de descendance chinoise, mais de énième catégorie, qui est donc complètement assimilée. On va pouvoir distinguer parce qu'en fait, le faciès ou le visage thaïlandais a donc ce visage un peu plus aplati, qui est donc typiquement siamois. À partir du moment où on voit des traits un petit peu plus fins, et c'est surtout au niveau du nez qu'on va observer les différences, mais 9 chances sur 10, on a vraiment affaire là à des Thaïlandais qui sont de descendance chinoise. Et je vous le disais déjà, le chinois, c'est un commerçant dans l'âme. Partout où il va donc installer un commerce. Et on le voit ici à l'image dans Chinatown, comme c'est le cas à San Francisco, même à la Havane, partout où il y a un Chinatown, c'est évidemment un centre bouillonnant de commerce. On va se balader dans cette artère commerciale, voir comment ce monde vit à la chinoise, et on va en profiter pour prendre notre lunch, parce que ce quartier de Chinatown est aussi un endroit où on va pouvoir goûter à la fameuse street food. Et la street food, c'est un concept qui est entré un petit peu chez nous dans les mœurs, mais voilà, qui est tendance un petit peu dans le monde entier. Et s'il est un endroit dans le monde qui est systématiquement désigné comme la capitale mondiale du street food, unanimement, que ce soit Lonely Planet ou tous les magazines, que ce soit Condé Nast ou qui que ce soit, CNN Traveler, tout le monde s'accorde pour dire que la capitale du monde, dans le monde du street food, c'est Bangkok. Et la Thaïlande offre effectivement cet avantage de pouvoir manger dans la rue, dans des petites échoppes, sans avoir peur d'avoir une tourista. Quand est-ce qu'on va avoir affaire avec de la tourista? Quand les aliments sont généralement mal stockés, ou qu'ils ont été importés et congelés, que la chaîne du froid a été interrompue, qu'il y a donc eu des mauvais processus dans la chaîne alimentaire. Les Thaïlandais, ils préparent tout en frais, parce que le Thaïlandais est le premier consommateur de street food. Le Thaïlandais, comment est-ce qu'il mange? Il n'a pas cette habitude culturelle que nous, on a de prendre un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner à des heures fixes. Le Thaïlandais, il mange quand il a faim. Et on va voir ça dans les petits restaurants qu'on va voir partout dans le pays, et partout où on passe, on va côtoyer des petits restaurants. Et je vous assure que vous pouvez vous installer partout dans des petits restaurants, manger sur une table en plastique avec une nappe en papier. Généralement, le plat qu'on va vous servir, c'est une portion. Elle coûte entre 70 et 80 bahts, de nouveau. 1 euro équivaut aujourd'hui à 37 bahts. Donc, on parle de 2 à 3 euros généralement pour un plat thaïlandais, que ce soit un curry, un bœuf, des nouilles sautées, toutes ces variantes dont on va parler plus tard. Mais vous pourrez toujours les manger à bon compte et de manière complètement sécurisée. Ici, nos guides vont nous guider dans nos choix, vont nous expliquer aussi quel est le choix qui s'offre à nous. Et voilà, autre particularité de ce circuit, c'est que dans ce voyage, vous allez le voir, tous les musts, les endroits qu'on va visiter sont inclus. On l'a déjà vu à travers la balade sur les Klong, le premier jour dans l'après-midi. On a visité le Palais Royal ensemble, on a visité le Wat Po. On a fait une balade dans Chinatown,
On a un lunch pendant chaque midi, pendant notre partie de circuit tout au long de ce voyage. Et il y a en même temps des créneaux qui sont libres, comme par exemple cet après-midi de notre deuxième journée passée à Bangkok, où vous pouvez remplir le temps à votre guise. Est-ce que vous voulez retourner à votre hôtel pour profiter de la piscine? Aucun problème. Est-ce que vous voulez aller faire du shopping dans le Siam Paragon, dans le Siam Shopping Center ou MBK ou dans le Century 21? Vous visitez l'hôtel à votre guise, la ville, pardon, à votre guise. Il y a un endroit que vous avez repéré. On vous expliquera comment vous déplacer, comment prendre le SkyTrain, qui est le métro aérien. Bangkok a un métro souterrain, un métro aérien qui s'appelle le SkyTrain, qui sont extrêmement faciles d'utilisation. Il y a le taxi qui coûte généralement pas cher. Il faut juste éviter aux heures de pointe et a fortiori quand il y a un orage et qu'il pleut, parce qu'à ce moment-là, vous allez rester bloqué, risquer de rester bloqué des heures et des longues minutes dans la circulation. Par contre, je veux dire, le trajet est toujours payé au kilomètre roulé et ce trajet, il est toujours extrêmement bon marché. Ça, c'est pour la partie déplacement. Ou vous pouvez vous joindre à nous et participer à une excursion facultative qui consiste à faire cette balade en vélo de 12 km. On va partir de Chinatown sous bonne escorte de nos guides avec un vélo qui aura été préparé à votre taille, ajusté à votre taille. C'est une excursion pour laquelle voilà, mes amis, ma famille, quand ils vont en Thaïlande ou quand je suis avec eux, je les oblige chaque fois, on va faire un tour en vélo. Et même, à nouveau, les plus récalcitrants qui disent non, 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 comme même mon épouse qui dit non, non, le vélo, c'est pas ma tasse de thé, je vous garantis une chose, c'est qu'à l'issue du voyage, un des moments forts, des moments qui restent en mémoire, comme une des plus chouettes expériences, ça reste cette balade en vélo, parce que on découvre la ville sous un angle totalement inédit. On va se balader dans des petits quartiers hors des sentiers battus, dans des quartiers qui ont des aspects de village. On va traverser la rivière en bateau. On va se balader dans des écrins de verdure de Bangkok et on va vraiment découvrir un aspect complètement inattendu de Bangkok. La soirée est libre, comme tous les soirs, et le lendemain matin, on va partir vers la province du Samut Songkhran. On quitte Bangkok après le petit déjeuner, qui sont aussi toujours somptueux. C'est toujours des buffets à n'en pas finir avec du chaud et du froid, avec de l'occidental, de l'asiatique. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et on mange toujours plus qu'à sa faim. On quitte Bangkok et on va faire 2 arrêts. Notre destination, c'est la rivière Kwai, donc vous voyez le fameux chemin de fer ici à l'écran. On part donc cap sur l'ouest, direction du Samut Songkhran, qui est une province qui est réputée pour ses marchés flottants. Donc, on va faire un premier arrêt. Maintenant, je dois tricher un petit peu, regarder voilà, sur le fameux Train Market, le marché des trains, qui est aussi connu mondialement parce que c'est donc un marché qui s'est installé en plein sur les rails du chemin de fer. Et donc, quand le train passe, et ça arrive plusieurs fois par journée, mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les petites tentes sont relevées comme par magie. Les marchandises qui étaient le long des rails ou sur les rails sont déplacées de telle manière que le train puisse passer sans évidemment les toucher. On laisse passer le train et quand le train a passé, le marché reprend donc possession du terrain. C'est un spectacle qui vaut absolument le coup et que vous pouvez par ailleurs voir sur YouTube aussi si vous tapez Train Market, vous voyez le spectacle, c'est assez spectaculaire. Le deuxième arrêt est sur un marché flottant. Et la région, le quartier, la province plutôt du Samut Songkhran compte au moins 5 marchés flottants. Maintenant, je ne peux pas vous dire dans lequel on va s'arrêter. Je laisse un petit peu à l'appréciation du guide qui vous accompagnera tout au long de votre circuit. Ici, on voit à l'écran le fameux marché flottant de Dam Nun Suada qui est plus touristique, mais qui néanmoins vaut toujours le coup d'œil parce que c'est évidemment un spectacle haut en couleurs. Il y a évidemment tous ces sampans, ces petits bateaux flottants qui regorgent donc de marchandises. C'est le marché tel qu'on peut l'observer aussi dans le delta delta du Mekong, dans le sud du Vietnam, du côté de Ho Chi Minh ou en Thaïlande et a fortiori dans cette région du Samut Songkhran assez typique qu'on va traverser en route vers la rivière Kwai, où on va arriver sur l'heure de midi, au bout de ces 2 arrêts. On va s'arrêter au pont, fameux pont, parce que quand on dit rivière Kwai,
dans la ville de Kanchanaburi, on pense irrémédiablement, évidemment, au pont de la rivière Kwai, mise en scène et portée à l'écran par ce fameux film qui relate donc un épisode de la Seconde Guerre mondiale où les prisonniers des guerres étaient donc contraints et forcés par les Japonais donc de construire ce chemin de fer qui devait donc mener jusqu'au Myanmar, jusqu'à la Birmanie voisine. Le pont de la rivière Kwai. Voilà, donc on va évidemment visiter le musée qui relate donc cet épisode de la Seconde Guerre mondiale qui a donc mené au film. Il y aura le jet, le Hellfire Pass, hein, mais premier arrêt, pont au pied du pont, musée et lunch dans un petit restaurant typique avant de continuer notre exploration du centre et de continuer donc notre route vers notre deuxième hôtel de ce circuit, hein, qui est le Mida Resort, qui est à la rivière, qui est sur la rivière de la rivière Kwai, on ne présente plus. Vous voyez donc le restaurant qui surplombe la rivière, où il y a aussi la possibilité de participer à des excursions assez originales. Mais je vous le disais, rivière Kwai, on pense automatiquement au pont à la rivière Kwai, l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale. Mais s'il y a un atout, en fait, qui est l'atout numéro 1 de la destination de Kanchanaburi, c'est pas seulement donc cette rivière Kwai et l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, Kanchanaburi et la rivière Kwai, c'est d'abord une destination éco, avec donc des parcs naturels et donc cet environnement aussi 100% naturel que vous pourrez explorer en faisant une balade en bateau sur la rivière, que ce soit en hors-bord ou sur un radeau. Le soir, une excursion avec un barbecue servi à bord même du radeau qui va descendre la rivière, avec généralement une très chouette ambiance à bord. Il y a aussi la possibilité de tout simplement vous jeter à l'eau. On enfile d'abord un gilet de sauvetage et on se laisse flotter sur la rivière. À un certain point, il y a évidemment un point de ralliement où on est attendu, où on sort de l'eau et on remonte donc à bord d'un camion qui nous ramène à d'autres points de départ. Il y a des excursions aussi vers le parc Sayok avec de fameuses chutes d'eau. Mais d'abord, donc, petit arrêt sur notre hôtel, le Mida Resort, qui est un hôtel tout à fait luxueux, tout à fait contemporain, moderne, où on a donc le privilège de loger dans les chambres, pas de catégorie de base, mais dans la catégorie de chambres de luxe qui sont à nouveau très spacieuses et pourvues de tout confort. Destination écologique, destination ethnie aussi, parce qu'il y a une ethnie Mon qui vit dans le périmètre. Il y a aussi des temples d'influence et de style khmer. Vous reconnaissez ici le type architectural typiquement khmer, un petit peu à l'instar des temples qu'on va pouvoir voir quand on va au Cambodge voisin, sur Angkor par exemple. On est typiquement donc, dans ce style de construction-là. Il y a donc un petit complexe avec 2-3 temples, notamment aussi avec des temples qui ont été, je n'ai pas la photo ici à l'écran, mais vous le verrez sur place, qui ont été à moitié envahis par les frangipaniers, où donc la nature a repris donc ses droits sur les vestiges des temples et qui offrent donc des décors tout à fait dignes de ce qu'on peut admirer sur le site d'Angkor. Autre excursion ici, c'est une balade évidemment en train sur le Death Railway, sur le fameux train de la mort, comme on le surnommait, qui donne aussi lieu à de belles photos, une chouette excursion ambiance. Et donc le dernier jour, une possibilité de vous rendre en excursion dans le parc Sayok pour visiter ces chutes d'eau qui sont donc un ensemble de chutes où il y a une possibilité de baignade, aussi une petite balade de 30 à 40 minutes qui mène donc à cet endroit totalement paradisiaque. Cette balade-là, elle est optionnelle. Donc à nouveau, si vous voulez rester dans votre hôtel ou découvrir la région à votre guise, ben, vous êtes libre jusqu'à midi. On va se rassemble pour le lunch qui est inclus avant de mettre le cap vers notre prochaine étape qui est Ayutthaya. Je pense qu'on va voir une carte tout à l'heure qui va nous expliquer qu'on est donc reparti maintenant de Kanchanaburi et de la rivière Kwai pour repartir vers le nord à destination d'Ayutthaya.
où on va loger donc dans le Cameo, hein, je pense ici. Donc ici, le choix est forcément plus restreint parce que Ayutthaya est situé à 1 heure quand on vient de Bangkok, à 1 heure de route de Bangkok. Donc c'est un endroit où généralement on a moins de besoins d'hôtel. Néanmoins, on a donc cet hôtel où il est de nouveau dans des chambres de type studio qui sont des mini-suites assez spacieuses avec tout le confort. L'hôtel a évidemment aussi une piscine. Ayutthaya, c'est avant tout une destination voilà, qu'on visite parce que c'est un des sites historiques. Il faut savoir que la Thaïlande a connu 4 capitales successives. Il y a eu d'abord le site de Sukhothai. Ensuite, la capitale a été implantée à Ayutthaya, hein, ici. Tous ces sites font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, on a un ensemble de temples qui est assez bien conservé, qu'on va voir visiter de jour et même de nuit parce que le lieu est illuminé en soirée. Ça, c'est une autre vue du site d'Ayutthaya avec donc ces temples en forme de cône, en forme de maïs, comme on dit généralement, avec évidemment toutes les explications qui accompagnent le style architectural qui caractérise chacun de ces endroits. Il y a 2 endroits à visiter à Ayutthaya. Je vous disais donc, petit point d'histoire, je vous le disais tout à l'heure, donc du 9e siècle jusqu'au 13e siècle, la Thaïlande était surtout dominée par les ethnies d'origine khmer. À partir du 13e siècle, on parle de la période de Sukhothai, qui est la première capitale ancestrale, la première des 4 capitales de la Thaïlande. Ensuite, il y a une période de 5 siècles où Ayutthaya était donc la capitale, mais en même temps un endroit qui rayonnait et qui attirait des gens du monde entier, même les Européens n'avaient qu'une hâte, c'était de se rendre à Ayutthaya. C'était l'endroit dont tout le monde parlait. Puis il y a brièvement l'endroit de Lopburi, qui a fait figure de capitale jusqu'au moment où Bangkok, qui est donc en fait Bangkok en thaïlandais, Krung Thep, la capitale, la cité des anges, ce que la ville veut dire en thaïlandais, qui est encore jusqu'à ce jour donc la capitale avec donc le roi Rama, enfin la dynastie des rois Rama, dont le dernier en date, donc on a eu Rama IX, qui était en fait le co-disciple du feu roi Baudouin, parce qu'ils ont étudié ensemble en Angleterre et qu'ils ont eu une longévité de règne qui était quasiment similaire. Et puis depuis 2 ou 3 ans maintenant, le fils du feu, le roi Bhumibol, a été intronisé comme le roi, mais donc une dynastie monarchique, une démocratie, même si c'est un terme un petit peu aléatoire, parce qu'il y a il y a un parlement, mais à partir du moment où ce n'est pas les bons qui gagnent les élections, mais généralement l'armée voilà, qui se porte garant de maintenir l'hégémonie de la dynastie en place, va donc remettre de l'ordre. Et donc, depuis quelques années, soyons honnêtes, c'est un petit peu l'armée qui désigne le gouvernement et qui fait en sorte que la Thaïlande puisse continuer son petit bonhomme de chemin en toute quiétude. Mais voilà, cette histoire est un tout petit peu plus complexe que ce que je vous raconte ici en 2 mots, mais tout ça vous sera évidemment raconté en détail pendant votre visite. Ici, on reste à Ayutthaya. Je vous disais, il y a principalement 2 sites. Il y a le site historique, l'ancienne capitale Ayutthaya, et puis il y a ici ce qu'on appelle Bang Pain, ou la résidence d'été. C'est la résidence d'été des rois, et c'est un petit peu, si vous voulez, un petit Versailles. On est de nouveau à distance respectable aussi bien d'Ayutthaya, puisqu'on peut rejoindre Bang Pain en bateau, mais on peut aussi y accéder par la route, que ce soit du site historique d'Ayutthaya, du centre d'Ayutthaya, mais aussi bien de Bangkok. Il y a moyen de se rendre sur place par voie fluviale. Et la résidence d'été, ben, à un certain moment, ces rois thaïlandais, ben, ils se rendaient compte que s'ils voulaient préserver leur indépendance, ils avaient besoin d'alliés. Et que pour avoir des alliés, il fallait donc sortir un petit peu de leur isolement. Et ils ont commencé à voyager massivement en Europe. Et l'inspiration qu'ils ont accumulée
pendant tous ces voyages que ces différents rois ont fait en Europe, mais ils l'ont un petit peu, lui ont donné forme, notamment dans ce palais, cette résidence d'été, où vous allez voir des bâtiments avec des styles architecturaux où à un moment, vous allez avoir l'impression de vous trouver en Italie, d'être en France. Il y a des influences belges, même il y a des palais et des pavillons qui sont donc d'inspiration belge et qui ont été construits par des architectes et par des hommes de métier belges. Donc c'est vraiment un endroit extrêmement fascinant à visiter qui est un petit peu plus ludique, je dirais un petit peu plus léger parce qu'il est moins chargé d'histoire, même si l'endroit aujourd'hui fait presque office de musée à ciel ouvert. Si vous voyez à l'écran là maintenant, en bas de votre carte, je pense que je peux mettre ma souris. Voilà, on a commencé notre voyage à Bangkok. L'aéroport se retrouve ici, un petit peu dans le sud-ouest de la ville. On est parti au centre de Bangkok. On a fait nos visites. On est parti vers le Samut Songkran. On a fait le marché de train. On a visité les marchés flottants pour arriver ici à Kanchanaburi sur la rivière Kwai. On a donc séjourné 2 nuits au Mida Resort dans notre studio de luxe. Et puis, on est parti par la route vers Ayutthaya. À Ayutthaya, on passe une nuit à l'arrivée. Le lendemain, on visite donc les 2 sites, à savoir l'ancienne capitale d'Ayutthaya, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On visite aussi le Bangpa Inn, ce que j'appelle un petit peu le parc de loisirs de l'ancienne royauté thaïlandaise. Et puis en soirée, on prend un dîner. On se rend tuk-tuk vers un restaurant. On va prendre un dîner. Et puis, voilà, il y a une expérience que vous devez aussi absolument avoir vécu, et je le dis sans vergogne pour l'avoir fait moi-même un paquet de fois, et chaque fois avec beaucoup de plaisir. C'est un endroit aussi que je conseille chaque fois à mes meilleurs amis qui me demandent conseil quand ils partent en Thaïlande, c'est le train de nuit. Voyager en train, c'est quelque chose qui redevient tendance, à la mode, c'est du slow travel, ça ajoute une dimension dans votre voyage, c'est prendre le temps de relier un endroit à l'autre. Et ce voyage, il se passe dans un confort voilà, tout à fait relatif, mais voilà. Moi, je dors d'un bout à l'autre dès que je suis installé. La première partie du voyage, évidemment, on est sur des banquettes assis, puis à un certain moment, il y a le purser qui va venir, qui va installer les couchettes et qui va vous inviter à dormir. Si vous avez du mal à dormir, ben, vous allez dans le wagon-restaurant. Pour l'instant, si on est toujours dans les suites de la pandémie, ben, le service dans le restaurant wagon ou bar, wagon-bar sera restreint. Mais si on peut revenir à la vie pré-pandémie, ce qui est quand même aussi plus ou moins la tendance partout où je me rends aujourd'hui, généralement, on arrive à festoyer aussi tout au long du voyage dans ce train, ce qui, pour les insomniaques, est généralement une expérience en plus. Quel est l'atout principal supplémentaire de faire ce voyage en train? C'est de voyager aussi à la thaïlandaise et aussi d'échanger avec les Thaïlandais. Parce que le fait de voyager avec les Thaïs, avec les Thaïlandais, ça va un petit peu nous forcer aussi à échanger, à faire connaissance, à parler, d'abord discrètement, peut-être un peu plus chaleureusement, mais d'échanger et de donc faire ces rencontres avec la population locale. Au bout d'un voyage de nuit que je vous souhaite confortable, vous arriverez à l'aube à Chiang Mai, où nous sommes attendus par notre chauffeur qui nous conduira à notre hôtel. On est donc dans le nord de la Thaïlande. C'est pas normal. Je fais la marche arrière. Excusez-moi. Voilà, on arrive donc dans notre hôtel. On va dans le quartier de Niman de Chiang Mai. Chiang Mai qu'on appelle la Rose du Nord. On est donc dans, ce, dans cette partie nord du pays, un écran naturel absolument merveilleux, dans un bel hôtel de luxe où de nouveau, on a de belles chambres du style suite qui sont extrêmement luxueuse, spacieuse, avec un petit coin salon. L'hôtel a évidemment une piscine, des restaurants, même si pour vous restaurer, vous pouvez aussi bien manger à l'hôtel, mais vous êtes dans le quartier de Niman. Et le quartier de Niman, c'est un petit peu le quartier le plus branché actuellement de Chiang Mai. D'un côté, l'aéroport, vous avez la partie
plus animé où il y a le marché de nuit. Vous n'avez pas envie d'être au milieu de ce brouillard, de ce marché de nuit qui a lieu tous les soirs, dès la fin d'après-midi jusqu'à minuit, généralement, où il est difficile de se frayer un chemin à travers la foule. Vous avez la vieille ville qui est bâtie en carré, et puis vous avez donc ce quartier plus moderne, plus branché, qui est Niman, avec des galeries, avec des restaurants, avec des bars, et donc ce magnifique hôtel qui est le Kantari, avec sa belle piscine, ses restaurants et ses chambres, on ne peut plus confortables. Installé à l'hôtel, on va continuer notre chemin, on va pouvoir se rafraîchir et puis prendre la route et monter la montagne qui domine la ville de Chiang Mai, pour se rendre donc dans ce magnifique temple qui est le Wat Doi Suthep, qui est aussi voilà, un temple extrêmement important où vous allez pouvoir assister donc à la façon dont les Thaïlandais célèbrent leur religion, la religion bouddhiste, et quels sont donc les actes qu'ils accomplissent par respect pour le Bouddha. L'après-midi, en revenant, je pense qu'on va encore faire un petit stop, si on a le temps, par oui, quelques artisans pour voir un petit peu, visiter de plus près ces artisans qui sont typiques de la région du nord de la Thaïlande, avant de retourner à l'hôtel et de vous laisser le temps libre l'après-midi, de vous offrir la possibilité de faire donc un massage thaïlandais dans un spa, dans un endroit de massage, où on fera donc un massage au choix suivant le menu qui existe. Il y a aussi la possibilité en fin de journée d'enfourcher un tuk-tuk, de vous rendre donc dans cette partie historique de la ville de Chiang Mai, pour faire une petite balade, pour visiter donc les endroits emblématiques, vous expliquer donc les points cardinaux. C'est une petite promenade dans ces quartiers typiques et historiques de la ville de Chiang Mai. Et cette excursion-là, elle est clôturée par un dîner traditionnel Kantok. C'est donc un dîner où on va goûter aux spécialités culinaires traditionnelles du nord de la Thaïlande et en même temps pouvoir assister à des danses traditionnelles, si le cœur vous en dit. Le lendemain matin, on a une journée, voilà, le lendemain, on a une excursion qui est aussi d'office incluse pour tout le monde, qui est le cours de cuisine thaïlandaise. Comment est-ce que ça se passe? On se rend tous au marché. Tout le monde aura sa petite liste des courses, des commissions. Et voilà, vous allez chercher le poulet, autant de grammes, vous allez chercher telle épice, vous allez chercher les feuilles de citronnelle. Donc, tout le monde a sa petite liste. Vous allez chercher les pâtes de curry qui vous seront désignées. Vous allez vous-même donc, vous rendre compte quels sont les ingrédients de base qui forment cette cuisine traditionnelle. Et ensuite, on va donc se rendre dans une cuisine où, sous la guidance d'un chef thaïlandais, on va nous-mêmes, chacun à sa petite étale, préparer step by step, en suivant l'exemple du chef thaïlandais, préparer 5 plats de la cuisine thaïlandaise. Et en fait, le fait de préparer ces repas et d'apprendre donc les rudiments et les maniements, les règles de cette cuisine thaïlandaise, ça vous offre plein de choses. De un, ça va faire de vous quelqu'un qui est tout à fait capable, en rentrant au pays, à cuisiner thaï. Moi-même, je cuisine 1 à 2 fois par semaine. On cuisine thaï à la maison parce que voilà, on a appris, parce que c'est facile et que c'est toujours bon. C'est facile à préparer, que c'est une cuisine très saine en plus. Mais en plus, le fait de préparer tous ces différents plats, parce qu'il y aura là-dedans un curry, il y aura un dessert, il y aura des légumes sautés, il y aura une entrée. Eh bien, le fait de préparer, d'avoir préparé, de manipuler ces ingrédients, mais dès cet instant, à travers dans la suite de votre voyage, chaque repas, vous le percevrez aussi de manière totalement différente, parce que vous en comprendrez d'autant mieux ce que vous êtes en train de manger, et ça va peut-être aussi vous encourager, vous inciter à pousser votre découverte de la cuisine thaïlandaise plus loin. Mais en plus, cette journée, c'est toujours une ambiance garantie, parce que c'est vrai qu'on commence de manière un tout petit peu maladroite. En fin de compte, on s'amuse très bien. Et au bout du compte, je peux vous garantir une chose, c'est que tous les repas que vous allez manger, parce que vous allez évidemment manger ce que vous aurez préparé, mais que tous les repas que vous allez ingurgiter, que vous allez manger, je vous garantis que vous considérez que c'est le meilleur plat thaïlandais que vous aurez mangé pendant tout le voyage. Et c'est la preuve par A plus B que cette cuisine thaïlandaise, elle est extrêmement accessible, elle est très bonne, très accessible
en termes de goût, mais elle est très accessible aussi en termes de préparation. Voilà pour finir de vous en convaincre. Le dernier jour à Chiang Mai est en fait une demi-journée que vous êtes libre et que vous pouvez, à l'occasion duquel vous pouvez faire ce qui vous plaît. Ou vous pouvez aussi décider d'aller dans cette réserve d'éléphants, qui n'est pas en fait une réserve, qui est en fait un centre de réhabilitation, hein, qui est donc voué à la réhabilitation de ces pachydermes, extrêmement sympathique. Vous allez voir en fait l'extrême complicité qui existe entre les maouts, donc, les maouts dédiés de chaque éléphant. Et donc, c'est les éléphants qui atterrissent dans le centre qu'on va visiter, dans l'endroit qu'on va visiter. Mais en fait, ils sont issus soit de centres touristiques où on apprend aux éléphants à jouer ou au foot ou à faire des conneries pour le plaisir des touristes chinois qui maintenant ne viennent plus. Donc, ces éléphants sont un petit peu négligés, laissés à l'abandon. Ils sont recueillis par ces centres qui vont leur donner une nouvelle vie et qui vont surtout leur réapprendre de vivre avec toute la dignité qui convient. On va assister à la baignade, on va les nourrir et voilà, il n'y a pas seulement les animaux, les éléphants hein, désaffectés des camps touristiques, mais il y a aussi l'éléphant qui est issu en fait de l'industrie forestière parce que l'éléphant est aussi un animal qui dans le nord de la Thaïlande est domestiqué pour travailler sur les champs et surtout dans les environnements forestiers pour transporter des arbres, etc. Donc ici, il y a quand même une prise de conscience non seulement universelle, mais même thaïlandaise qui vise aujourd'hui quand même à préserver l'éléphant, à le respecter et c'est tout bénéfice pour les sympathiques rencontres que ça peut nous apporter quand on voit ces éléphants, ces animaux évoluer dans un environnement qui leur est tout à fait, propice à leur bien-être. En début d'après-midi, on va, après un lunch de nouveau inclus, on va prendre l'avion pour, au cours d'un vol de 2 heures, nous rendre à Phuket. Et c'est quand même aussi une petite exclusivité de ce circuit hein, que voilà, je veux mettre en avant, avec, non sans une certaine fierté, c'est qu'il y a encore vous pouvez encore sur le marché trouver encore des circuits organisés en Thaïlande qui offrent donc l'avantage, de notre formule, c'est d'offrir un programme qui est extrêmement complet à un prix extrêmement compétitif, avec un degré très élevé de qualité, mais sans pour autant hein, vous enfermer dans un carcan d'un voyage organisé où vous êtes en fait transbahuté comme un groupe voilà, de personnes assistées. Ici, vous profitez du confort du groupe parce que ça vous offre évidemment le fait de faciliter les transports d'étape en étape. Ça rend ces transports et la présence du guide plus abordables parce que ce prix est défalqué sur plus de personnes que sur rien que vous et les 2-3 personnes qui vous accompagnent. Hein. Et puis, d'autre part, vous conservez quand même des créneaux qui sont extrêmement libres où vous pouvez participer à une excursion qui vous sera proposée sans aucune contrainte, où vous pouvez disposer du temps à votre guise pour explorer le pays suivant vos envies, pour rester à l'hôtel, pour aller faire du shopping ou pour ne rien faire, le farniente. Après tout, les vacances, c'est aussi synonyme de vacances. Mais très peu d'organisations qui proposent aujourd'hui, qui proposent des voyages, hein, vont vous proposer la possibilité de terminer un voyage culturel, un circuit à Phuket, qui reste quand même la destination balnéaire, la destination de plage par excellence, et a fortiori dans un hôtel hein, qui est à même la plage, ce qui n'est pas une chose évidente à Phuket, parce que même si Phuket c'est l'endroit qui est connu, qui est célèbre à travers le monde pour ses plages paradisiaques, mais souvent ces plages, elles sont quand même situées au large de Phuket, sur les côtes, sur les îles qui sont dans les alentours directs de l'île de Phuket. Et les hôtels qui disposent d'une propre plage restent quand même extrêmement rares. Et a fortiori, une plage en Thaïlande n'est jamais privée parce que c'est donc inscrit dans la Constitution, la plage en Thaïlande, elle appartient à tous les Thaïlandais. Ici, dans notre hôtel, le Quai Panois, en fait, on a cet avantage d'être sur une plage pardon, privée, je dirais presque un petit peu par la force des choses, parce qu'elle n'est accessible qu'en venant de l'hôtel. Donc, grand complexe, mais vous n'avez pas le sentiment d'être dans un complexe parce que les chambres sont étendues sur un très vaste territoire. Il y a une plage, il y a 10 restaurants, je crois,
il n'y a même pas tellement de chambres, il y a plusieurs piscines. Et je vais toujours voir maintenant, voilà. Et donc, cette chambre tout à fait luxueuse, cette Junior Suite, avec une vue latérale ou frontale sur la mer, une belle superficie de 48 ou de 50 mètres carrés pour une chambre. Voilà, c'est déjà la taille d'un petit appartement ici à Bruxelles aujourd'hui. C'est donc l'endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous reposer, passer une bonne nuit après des journées bien remplies, que ce soit sur la plage de votre hôtel ou en participant aux excursions facultatives qu'ils ont proposées. Voilà, ici au bord de la piscine, par exemple, ou donc de partir à explorer donc, la ville de Phuket Town, qui est à proximité de l'endroit de Panoa, où on loge. Donc, la capitale de Phuket, qui est dans le sud-est de l'île. C'est une ville qui n'est pas du tout touristique, qui est très peu visitée. Nous, on a l'avantage de loger très près, de pouvoir nous y rendre à notre guise, et qui est caractéristique notamment pour voilà, ces petites ruelles avec ces maisons de style sino-portugais, donc avec une influence qui est un mélange d'influence chinoise et de portugaise, avec beaucoup de charme, avec des petits marchés locaux typiques, avec la possibilité même d'aller loger dans un restaurant cocorico belgo-thaïlandais, qui est l'éléphant bleu, qui est donc la création, l'enseigne propre de notre Karl Steppe national, le fondateur de la chaîne Blue Elephant qu'on retrouve à Dubaï, à Singapour, à Paris, plus à Bruxelles malheureusement, mais ici dans cette ancienne demeure qui était l'ancienne demeure du gouverneur de Phuket, dans un magnifique jardin dans cette ville de Phuket Town. Quelques excursions, voilà, rapidement pour clôturer notre étape Phuket. Il y a forcément Phi Phi, évidemment, qu'on connaît, du film The Beach, célèbre avec Leonardo DiCaprio. Il y a les îles de Phi Phi qui sont deux en nombre. Il y a Phi Phi Lay et Phi Phi Don, avec la fameuse plage de Maya Beach, qui avant la pandémie a été fermée quelque temps parce que l'écosystème était en danger et que le gouvernement a décidé, c'est une preuve de grande sagesse, de fermer l'endroit aux touristes et de laisser à l'endroit le temps de se régénérer. Maintenant, les coraux se sont refermés, les plages sont de nouveau intactes et maintenant on rouvre, mais de manière extrêmement pondérée, l'accès aux touristes. C'est-à-dire que la visite à Maya Bay est limitée dans le temps et limitée dans le nombre. Elle est donc uniquement possible via, moyennant une pré-réservation, de manière à éviter que l'endroit soit donc submergé par des hordes de touristes qui ne font pas toujours du bien, évidemment, à la destination. Mais c'est une journée en mer, avec un bateau en hors-bord, avec plusieurs stops, avec un arrêt pour faire du snorkeling, pour faire la baignade. On va s'arrêter pour faire un lunch. C'est une journée en pleine mer avec un stop notamment sur Maya Bay. Autre journée que je vous conseille, c'est vraiment un must, vraiment quelque chose, c'est cette balade des cratères de la mer. Vous partez dans la baie de Phang Nga, qui est donc, on est dans le golfe de Thaïlande, qui est coincé entre les îles pardon, de Koh Samui et de Koh Phangan et de Koh Tao, d'une part, et donc Krabi dans le nord et Phuket dans l'ouest. C'est une baie qui ressemble à s'y méprendre à la baie d'Along dans le nord du Vietnam, Halong Bay, où en pleine mer, on va naviguer sur un bateau qui prend à peu près une trentaine de passagers. Et une fois arrivé en pleine mer, vous allez voir que dans la baie, il y a donc des pitons de calcaire qui se dressent en plein milieu de la mer. Arrivé sur place, on va être transvasé dans de petites embarcations, des petits canoës, chacun avec son propre rameur qui fait partie de l'équipage. On va rentrer dans ces pitons qui sont donc en plein milieu de la mer. Et en rentrant, pénétrant à marée basse dans ces pitons, on va tout un coup, comme par magie, laisser cette ambiance maritime derrière nous et arriver dans un environnement de lagon. On va avoir des oiseaux, on va entendre une autre faune, on va avoir une autre végétation,
on va traverser comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire là, la mangrove, voilà, et on va se retrouver dans un endroit tout à fait silencieux. C'est une expérience totalement magique. Là aussi, on fait voilà, un ou deux arrêts en canoë. On va faire des arrêts baignade aussi. On va passer par ce fameux piton qu'on appelle l'île de James Bond, qui tire son surnom parce qu'il a servi de décor pour le fameux film de James Bond, si mes souvenirs sont bons, en 1968, avec Sean Connery, The Man with the Golden Gun, l'homme au pistolet d'or. Et voilà, c'est donc une journée de nouveau bien remplie avec une très chouette ambiance, un bateau qui va donc nous mener à la fin de ce voyage. Donc une partie circuit accompagné avec un accompagnateur belge qui vit sur place, qui parle néerlandais et français, avec un ou deux guides locaux qui parlent français généralement et qui vont donc prendre le temps de nous faire découvrir le pays où ils vivent, le pays qu'ils adorent. Et puis, voilà, cet ensemble est donc fourni avec un descriptif que vous pouvez retrouver en détail sur notre site web, avec donc bon nombre de lunchs inclus, avec bon nombre d'excursions inclus, avec des créneaux qui sont à votre disposition pour les remplir à votre guise. Et au final, combiner donc une partie découverte entre Bangkok, la rivière Kwai, le site d'Ayutthaya, la Rose du Nord à Chiang Mai, et quand même terminé par 5 jours et 4 nuits à la plage de Phuket, chaque fois dans des hôtels de luxe. C'est tout le charme de ce voyage. Il reste encore quelques places là pour le voyage à la Toussaint, départ le 21 octobre, voyage de 15 jours avec des prix tout à fait irrésistibles quand on voit aujourd'hui à quel prix les vols Bruxelles-Bangkok ou Phuket sont vendus sur le marché. Et quand on voit rien que le vol, on est déjà presque, j'exagère, mais on se rapproche quand même déjà pas mal du prix total de vente de ce voyage, qui est donc le fruit d'une expérience que Connections a accumulée pour des 2 ou 3 dizaines d'années écoulées, une destination qu'on affectionne particulièrement, qu'on est content de vous proposer de revivre aujourd'hui un moment extrêmement opportun, puisque la Thaïlande a souffert un petit peu par le passé d'invasion de touristes chinois. Et vous savez qu'ils sont au nombre de 1,4 milliard. Ils ne voyagent pas tous, heureusement, mais quand même, quand ils décident d'envahir la Thaïlande pour leurs vacances, ça fait quand même du monde. Aujourd'hui, on a le privilège que les Chinois ne peuvent pas sortir de leur pays. Il en va un peu de même pour les Russes qui ont plus de mal, qui peuvent se rendre en Thaïlande, mais quand même plus de mal aujourd'hui à voyager. Il y a encore pas mal de gens qui sont un peu récalcitrants à se remettre à voyager en Thaïlande. Eh ben, c'est tout bénéfice pour les gens qui décident aujourd'hui de franchir le cap et peut-être de retourner après 20 ans en Thaïlande ou pour la première fois de se rendre en Thaïlande et d'avoir donc ce bonheur et ce privilège de pouvoir visiter un pays qui accueille depuis peu à nouveau des touristes à bras ouverts, en nombre extrêmement restreint. Et voilà, c'est tout le bien que je vous souhaite. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser ici dans le chat. Je reste là pour y répondre. Et sinon, je vous remercie pour votre présence ici ce soir à cette petite présentation. Je vous renvoie dans nos boutiques de voyage, dont vous trouverez évidemment les coordonnées sur www.connections.be pour toute question auprès de nos experts, de nos connaisseurs qui connaissent très bien et qui, au besoin, peuvent toujours remonter ici à l'équipe de production dont je fais partie chez Connections et qui répondra avec plaisir à vos moindres doutes, à vos moindres questions que vous puissiez avoir. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Et sinon, je suis là pour vous. N'hésitez pas.
Masque dans l'avion, aujourd'hui, non. Voilà, j'ai quelques questions. Est-ce qu'il faut mettre un masque dans l'avion? Aujourd'hui, non. C'est accepté, c'est toléré, mais l'obligation est tombée. Attention, tous ces renseignements sont évidemment toujours sujets à être modifiés, mais donc à l'heure actuelle, il y a Guillaume qui me confirme ici qu'on mange super bien en Thaïlande. Claude nous dit que le circuit est un petit peu différent de celui qu'on a proposé par le passé. C'est vrai que voilà, on adapte constamment, on aime bien innover, on ne fait pas les choses par habitude ou par routine, mais on essaye à tout moment de moduler un petit peu le voyage suivant les opportunités qui se présentent. Et il a une appréhension de voyager en train. Honnêtement, je vous dis, Claude, la différence entre le deuxième classe et la première classe, moi, je mettrais volontiers la première classe. Le problème, c'est que la première classe, on ne peut jamais la garantir. Et que si on dit oui, on peut vous proposer la première classe, ben, il y a 9 chances sur 10 que on ne sera pas capable de vous livrer. Et de là, il y aura donc déception. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la garantir? C'est parce qu'en fait, le système de réservation des trains en Thaïlande, il fonctionne d'une manière extrêmement rigide, c'est-à-dire que les réservations ne sont ouvertes que 3 mois avant la date du voyage. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre correspondant, qui est une Belge d'ailleurs, sur place, dès qu'on est à 3 mois avant le voyage, ben, elle part à pied, elle part à la gare, hein, et elle va donc réserver les places de train qui ont été réservées et elle va être servie suivant la disponibilité. La deuxième classe, ça passe généralement bien. La première classe, ben, ça dépend un petit peu de l'offre et de la demande. Et comme le supplément, la différence de prix en même temps entre la seconde classe et la première classe, elle est pas très grande, ben, le plus souvent, ces premières classes, ben, voilà, elles sont souvent parties. De toute façon, on n'est jamais capable d'honorer les besoins pour l'ensemble du groupe et plutôt que de faire donc des déçus, on préfère ne pas en parler et ne pas promouvoir la première classe. Claude demande également si, pardon, le logement à Phuket est en logement uniquement. Donc, tous les hôtels incluent le petit déjeuner. Et donc, du fait du programme où en fait les journées à Phuket sont libres et que vous pouvez éventuellement faire une excursion d'une journée qui est toujours une excursion d'une journée complète, et que ces excursions incluent toujours le lunch. Non, le séjour à Phuket, on l'a laissé libre, mais ça vous laisse en même temps la liberté, évidemment, de disposer de votre programme et de ne pas être contraint d'être présent, que ce soit le midi ou le soir à l'hôtel, pour profiter, évidemment, de votre demi-pension. Et de combien de personnes est composé le groupe en moyenne? Moi, je table à peu près sur 25 personnes en moyenne par départ. En toute haute saison, pendant les vacances scolaires, c'est vrai que là, on va pousser la capacité un petit peu jusque 40, mais je peux vous dire que là, sur tout ça, on a clôturé le groupe à maximum 30 participants sur le congé de tout ça, parce que bon, à certains moments, on doit quand même déclarer nos intentions à nos partenaires, à nos compagnies aériennes surtout, et déclarer nos intentions et dire ce qu'on pense qu'on va de manière réaliste pouvoir remplir. Hein. Disons que pour l'instant, à l'instar des Chinois et des Russes, je dois être honnête, les gens sont encore un petit peu récalcitrants de leur Thaïlande, raison pour laquelle je vous enjoins de ne pas hésiter, parce que ceux que j'ai vus qui sont allés en Thaïlande au mois de juillet ou au mois d'août, là, ils sont revenus vers moi, ils ont dit waouh, qu'est-ce qu'on était bien inspirés, on a bien fait parce qu'on a eu le pays pour nous tout seuls. Quelle aubaine, quelle chance on a eu. Donc, je pense voilà, qu'en général, on va de toute façon se limiter à 30 personnes, sauf peut-être pendant les vacances de Pâques où on montera peut-être à 40. Et sinon, je crois que dans la pratique, on sera effectivement entre 25 et 30 personnes. Mais toujours, je veux dire, en préservant votre liberté et en vous laissant le sentiment que vous n'êtes pas dans un voyage organisé à la autocariste où on vous prend par la main. Non, ici, on vous laisse évidemment toute votre indépendance, toute votre liberté. Disons que les parties communes qui sont les transports offrent essentiellement l'avantage de pouvoir suivre cet itinéraire et de rendre ça abordable avec un guide de surcroît parce que le coût, évidemment, est divisé par plus de personnes.
Voilà, je vous remercie. Oui, effectivement, le vendredi, le vol, il part. Là, vous me posez une petite colle parce que je l'avais en tête. Je pense que c'est un vol qui part à la mi-journée, hein, Etihad. Mais c'est bien que vous me posiez la question. Je vais remettre le renseignement sur le site web parce que ça peut être utile. Mais c'est vrai que voilà, il va falloir brosser un tout petit peu, peut-être la fin de journée au bureau ou à l'école. Mais voilà, je pense, de toute façon, je me souviens bien que le départ est dans l'après-midi. Maintenant, est-ce que c'est plus proche de midi ou plus proche de la mi-journée? Demandez-le à mes collègues et moi, je fais en sorte de rajouter ce renseignement sur le site web le plus vite possible. Tous les voyages, toutes les dates qui sont ouvertes, parce que Josiane me pose la question, que j'ai publiées sur le site aujourd'hui, moi, je me fais fort de les exécuter, hein, parce que je ne vous cache pas que j'ai encore quelques autres dates en réserve, mais que je n'ouvre pas à la vente. L'idée, c'est réellement de privilégier les dates qu'on a publiées et de faire en sorte qu'on puisse les assurer. On a besoin de 25 personnes pour pouvoir couvrir les frais, évidemment, pour pouvoir aussi honorer ces prix qui sont extrêmement compétitifs. Même à partir de 20 personnes, on va l'opérer. Maintenant, si on n'a que 2 personnes sur une date, ben, ça devient un voyage individuel. Là, évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas le faire. Mais c'est la raison pour laquelle on a pour l'instant limité donc, les dates disponibles. Les dates qui sont affichées, pour l'instant, elles se remplissent superbement bien. Je suis extrêmement content aussi de la façon dont vous réagissez à l'offre. Donc, je me fais fort que tout ce qui est publié va pouvoir être honoré dans le absolu pire des cas, mais vraiment, je pense que ce sera une chance sur 100 qu'on doit annuler une date. Au pire, si ça arrive, vous le saurez toujours au moins 2 mois avant le départ, hein, parce que ça, c'est effectivement la date à laquelle on doit déclarer nos engagements envers les compagnies, la compagnie Etihad. Voilà, Josiane me dit hors de départ 11h05, c'est donc un tout petit peu plus tôt, oui. Là, évidemment, si le vol part à 11h05, je crains fort que la journée d'école passe à la trappe parce qu'il faudra évidemment veiller quand même à être 2 à 3 heures à l'avance, disons, le matin tôt à l'aéroport pour pouvoir embarquer sur le vol, évidemment. Voilà, je ne vais pas vous donner de mauvaises idées, mais voilà, effectivement, il y a un petit jour d'école là qui est effectivement tangent. Voilà, mais donc départ, merci Josiane d'avoir recherché le renseignement, départ à 11h05. Voilà, je regarde si vous avez encore d'autres questions. Josiane a réservé pour partir le 20 janvier, mais quelle bonne idée. Et Jacques nous confirme évidemment et effectivement tout ce qui a été déclaré. Voilà, je vous remercie. On a enregistré ici cette petite présentation. Donc, je vais dès demain appeler à l'aide mes collègues qui s'y entendent beaucoup mieux que moi en technique pour voir si on peut, comment on peut mettre donc l'enregistrement en ligne. On vous le communiquera pour les personnes qui n'ont pas pu assister dès le démarrage de cette présentation, qui auraient raté le début. On va faire en sorte que cette présentation soit donc rendue disponible, tous les renseignements sur www.collections.be et je vous enverrai de toute façon un petit email pour vous confirmer dès que ça a été fait. Voilà, encore un grand merci d'avoir été présent ce soir. Parlez-en bien autour de vous. Voilà, on aime autant que cette initiative de voyager ici entre Client Collections, entre nous, hein, et de profiter, ce faisant, donc de prix avantageux, de pouvoir goûter au luxe sans devoir aller trop loin, puiser dans notre porte-monnaie. Dieu sait si notre porte-monnaie est déjà assez mal mis à contribution aujourd'hui. Et donc, voilà, en échange, on va rencontrer d'autres clients Collections qui sont, je vous le confirme, toujours des gens extrêmement intéressants et sympathiques avec qui on va passer 2 semaines inoubliables et peut-être même tisser des liens pour la vie. Un grand merci d'avoir assisté à cette petite présentation. À bientôt chez Collections ou à notre World Day le 16 octobre
au Dogsdome à Bruxelles, où on vous présentera à nouveau donc, notre offre et notamment ce voyage ici en Thaïlande. Et sinon, rendez-vous à l'aéroport de Bangkok à une des dates publiées pour découvrir ensemble la Thaïlande avec Connections. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bye bye.